Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième épisode de Franceruanos. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre et aujourd'hui nous vous proposons d'aborder le thème de l'art et son accès entre le Pérou et la France. Il s'agira ainsi de vous présenter certains des mouvements et des courants d'art majeurs présents dans les deux pays, de raconter leur histoire et les développements de ces styles si propres notamment au Pérou et à la France pour vous faire voyager au sein des cultures locales. Enfin, nous vous proposerons une vue d'ensemble comparative de l'accessibilité de l'art au sein du Pérou et de la France et la vision que les personnes ont du métier d'artiste aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de Franceruanos sur le thème de l'art en France et au Pérou, et plus précisément sur l'accès et notre rapport à l'art. Nous recevrons aujourd'hui Clara Pionnier, qui sera notre intervenante. Clara, je te laisse te présenter. Bonjour, alors je m'appelle Clara Pionnier, j'ai 21 ans et je suis étudiante à l'ICAR en master de marché international de l'art. Merci beaucoup. Et nous recevrons également Evelyne Mariori, qui est étudiante à l'Alliance française de Trujillo. Bonjour à tous, je m'appelle Evelyne Benigno, je suis péruvienne, 29 ans et je suis professeure d'anglais. J'apprends le français, mais aussi j'aime l'art. Merci beaucoup, Evelyne. Alors, pour commencer ce podcast, je vais donner une définition de l'art dont nous allons parler aujourd'hui, car l'art comprend en effet plusieurs volets. Nous avons le cinéma, la littérature, l'architecture, l'art digital. D'ailleurs, nous allons parler de l'art digital dans un autre podcast de Franceruanos. Et pour ce podcast, nous allons plutôt nous pencher sur la question de l'art que nous allons retrouver majoritairement dans les musées et galeries, c'est-à-dire des peintures, plutôt patrimoine culturel, les chefs-d'œuvre, etc. Donc, avant de commencer plus en profondeur, je vais vous poser une petite question. Evelyne, est-ce que tu peux nous dire à quelle fréquence tu vas au musée? Oui, au Pérou, j'essaie de visiter les musées de beaucoup de villes. Principalement, l'art trouve plus de musées à Lima, qui c'est la capitale, mais également on peut trouver des musées qui montrent des peintures ou quelques types d'art de chaque culture. Parce qu'au Pérou, on peut trouver des différentes cultures pour chaque département. Et chaque département trouve des caractéristiques spéciales pour les mêmes types d'art, pour la peinture ou pour le textile aussi. Au Pérou, il y a une chose qui c'est pour promouvoir l'art, que chaque première image de chaque mois est gratuite. Je trouve ça intéressant et je le profite. Très intéressant. Je sais qu'à Paris, il y a ça aussi, Clara. Enfin, je pense que c'est les premiers dimanches ou les deuxièmes, je sais plus si c'est les premiers. Premier dimanche de chaque mois aussi. Ouais. Et donc toi, Clara, j'imagine que dans le cadre de tes études, tu dois y avoir de nombreuses expositions. Tu dirais à quelle fréquence? Je pense que musée, galerie, nouvelles expositions, tout confondu, je pense que j'en fais au moins 2 par semaine et parfois beaucoup plus puisqu'il y a certaines périodes, surtout à Paris, où c'est un peu par saison, donc il y a beaucoup d'inaugurations, beaucoup de nouvelles expos qui arrivent en même temps. Donc il y a des semaines où j'en fais au moins une par jour et parfois un peu moins. Et oui, c'est ce qu'on disait, on a le même fonctionnement des premiers dimanches du mois gratuits dans les musées. Donc ça, j'en profite énormément. Et on a la chance à Paris aussi et en France en général, c'est que là, il y a beaucoup de musées qui sont gratuits pour les moins de 26 ans ou gratuits pour les étudiants en école d'art. Donc moi, j'en profite beaucoup aussi de ça. Parce que je pense que si c'était payant, ça représenterait un budget un peu plus important et ce serait moins facile d'aller autant dans les musées, dans des expos que ce que je peux faire maintenant. Donc très bien, nous allons commencer par discuter rapidement, sans trop nous étendre, sur les différents courants d'art majeurs que l'on peut retrouver dans les musées respectifs de chacun des pays. Nous allons commencer par le Pérou, et plus précisément par l'école de Cusco. Ce mouvement artistique qui tire son inspiration majoritairement de la religion catholique est important dans le pays entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et un aspect particulier de cette période et de son rapport à l'art est que beaucoup de peintures restent anonymes, car les traditions précolombiennes considèrent que l'art est le résultat d'une œuvre commune. Et si nous avançons un peu plus dans le temps, nous arrivons à l'art moderne et l'art contemporain. Et d'autres artistes, comme Fernando de Cisclo, continuent à évoquer les traditions précolombiennes dans l'art et souhaitent souligner l'identité culturelle péruvienne dans la peinture abstraite.
Evelyne, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport avec ces différents courants d'art et si vous les appreniez à l'école, ton rapport aussi avec ces courants à l'école? Oui, exactement. On l'apprend à l'école aussi, mais c'est vrai que on ne visite pas tous les musées à l'école, seulement on essaie de regarder quelques vidéos. Maintenant, je pense que toutes les écoles publiques essayent seulement de montrer les textiles, ou les choses, et les enfants apprennent comment est-ce que la culture s'est développée. Et est-ce qu'il y a des artistes dont on entend plus parler au Pérou à l'école, des courants dont on entend plus parler, quels sont les noms qui reviennent le plus? Je pense que la plus populaire est la culture chimo, qui se trouve au nord du Pérou. Mais il n'y a pas seulement une personne ou un caractère, c'est plutôt les types de techniques qu'ils utilisent pour faire les textiles ou pour faire les sculptures aussi. Et je pense que au Pérou, il n'y a pas de personnages spécifiques qu'on suivre. D'accord, merci beaucoup Evelyne. Pour nous intéresser un peu sur l'histoire de l'art en France, commençons également par une forte empreinte de la religion dans l'art. Donc la Renaissance marque un tournant avec avec l'Église qui reste présente, mais qui n'est plus un moteur de l'art. Et nous retrouvons l'empreinte grandissante des humanistes sur l'art. Nous retrouvons également l'influence italienne dans la peinture française, notamment avec le baroque, qui est caractérisée par une surcharge décorative et des effets plus dramatiques dans les peintures, et au contraire du mouvement du classicisme qui va suivre. Et si nous avançons encore une fois dans le temps par rapport à la peinture française, nous arrivons à la période plus contemporaine. Et après vont suivre des mouvements comme le romantisme, le naturalisme, l'impressionnisme, le cubisme, le dadaïsme. Donc on a vraiment une succession de mouvements très différents. Clara, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton rapport à ces différents courants d'art et comment trouves-tu qu'ils sont enseignés à l'école? Je pense qu'on a tous entendu parler, enfin en allant à l'école en France, on a tous entendu parler des courants d'art dont tu viens de parler, les plus grands, les plus connus, naturalisme, classicisme, romantisme. Je pense qu'on nous les enseigne plutôt bien dans l'enseignement général, dans les classes, enfin quand on est jeune. Après, c'est vrai que enfin, c'est très général, c'est pas très profond. On entend souvent parler des mêmes artistes, mais ça reste un bon enseignement quand on veut avoir cette culture vraiment globale. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi que c'est intéressant de voir cette manière de voir l'art au Pérou, parce que moi, je connaissais pas du tout. Et en France et en Europe en général, quand on parle des courants d'art, nous, on a forcément des noms qui nous viennent à l'esprit. Enfin, c'est très individualisé, quoi. Et c'est amusant de voir qu'au Pérou, c'est pas du tout le cas. Et que c'est plus l'histoire du mouvement, l'histoire de comment ça s'est construit dans la communauté, alors qu'en France, enfin, c'est pas vraiment ça, quoi. On a tous des noms d'artistes spécifiques qui s'accrochent à des trucs plus globaux, mais Mm. voilà. Et dis-moi si tu es d'accord avec moi, Clara, mais j'ai l'impression que, du moins en France, quand on étudie l'art à l'école et les mouvements d'art, c'est pas forcément pendant Enfin, moi, je sais que j'ai eu des cours d'art au collège, mais ça peut être très bien en histoire ou en littérature. Enfin, on va pas dire que l'histoire était un peu mouvementée par les courants, mais c'est vrai que quand on parle de la période d'humanisme, c'est les pensées comme c'était le courant des peintures. Ouais, non, je suis d'accord. On a, en fait, notre culture, en vrai, t'as tout à fait raison. Même quand on étudie des guerres, des changements géographiques ou quoi, c'est vrai qu'il y a toujours cette dimension un peu artistique de qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Et je pense que c'est une bonne chose en vrai, qu'on ait cet enseignement à l'art parce que ça permet de comprendre aussi plus facilement. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Evelyne? Est-ce que tu avais l'impression, toi aussi, lorsque tu apprenais au collège ou au lycée des matières comme l'histoire, la littérature, que vous parliez beaucoup d'art également pour illustrer ces périodes? Oui, exactement. Ils ont utilisé les types d'art aussi dans nous apprendre l'art, mais aussi la politique. C'est plutôt culturel. Je pense que c'est seulement l'art et tu trouves l'art, mais l'art représente la culture, la partie politique, la religion.
l'architecture aussi. Je pense que, spécialement dans quelques écoles privées, ils essayent de trouver une manière pour lier les sujets d'histoire, d'art et de religion. Et dans l'éducation publique, c'est un peu différent. C'est vrai qu'ils travaillent ensemble, mais il ne fait pas d'atelier en commun. Mais je pense que ça, c'est nécessaire parce qu'on on doit prendre la culture de cette manière, comme un tout, et ça pas seulement comme un aspect isolé. Pour continuer dans le domaine de l'art et de l'école, évidemment, il ne faut pas retenir qu'il faut faire des études pour devenir artiste, mais nous retrouvons au Pérou, comme en France, différentes facultés qui enseignent la matière, ou bien ce qui concerne l'histoire de l'art et le marché de l'art. Donc, Clara est étudiante à l'ICAR. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton école et le rapport que vous y entretenez avec l'art, s'il te plaît? Oui, alors c'est donc pas une école d'art, c'est une école vraiment qui est centrée sur le marché de l'art. Donc moi j'ai pas de cours sur enfin, je n'apprends pas à peindre, à sculpter ou quoi que ce soit. J'ai des cours vraiment sur le côté technique et comment se passe le monde de l'art, les actualités et le marché. Et moi, donc, je suis en master de marché international de l'art. Donc là, on a des cours de droit, d'économie, d'actualité du marché de l'art, de fonctionnement d'une galerie, fonctionnement d'une foire. Donc on apprend vraiment à gérer, à gérer les artistes, à vendre les œuvres. Donc c'est toute cette dimension-là. Evelyne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu des écoles d'art connues au Pérou? Je ne sais pas si tu en connais quelques-unes. Oui, il y a quelques écoles. La majorité sont publiques, par exemple Bellas Artes ou les musées qui font des ateliers. Mais comme profession, c'est un peu rare. Et il y a quelques années, on a développé les cours, les sujets, mais c'est vrai que les parents n'aiment pas beaucoup que ces enfants se développent dans cette matière. Ils pensent que peut-être ces enfants ne vont gagner d'argent parce que c'est vrai qu'au Pérou, le type de travail dans l'art ne suis pas très développé. Mais si tu voulais te développer toute seule et avoir ton galerie et peindre ou faire quelque chose toute seule, ça va être, ça va être difficile. Euh, et surtout parce que les pays euh, ne n'aident pas ce type de travail. Et heureusement, depuis la pandémie a commencé, on a essayé d'aider les personnes qui commencent à faire des ateliers et, de manière individuelle. Mais c'est pas un choix très facile à faire. Je pense que les personnes qui ont choisi l'art comme profession ont pris le risque. Et une chose que je voulais ajouter est que la, grâce à la pandémie, on a trouvé plus de matériaux en ligne. On a trouvé ça nécessaire et je pense que ça a aidé à connecter plus les artistes. Et spécialement au Pérou, quelques artistes ont fait des ateliers ou des cours en Argentine, par exemple, que c'est Latinoamérique, mais c'est plus développé à l'art que Pérou. Et pour finir, je pense que c'est pas très facile de devenir un artiste. Et personnellement, j'admire ce type de personnes parce que bien si je fais de la peinture, je pense que je ne peux
pas prendre ce risque ici parce que je connais la réalité ici. Pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, notamment sur la pandémie, j'ai l'impression qu'au contraire, en France, la pandémie a fortement freiné tout ce qui était le domaine de la culture, parce que les musées ont été fermés. Je pense que tu as raison dans le sens où pendant la pandémie, clairement la culture, elle a été mise de côté. Après, je trouve que depuis que les confinements sont terminés, depuis que la vie a un peu repris avec les vaccins et tout ça, je trouve que ça s'est pas mal amélioré. Je sais pas si c'est mieux ou pareil qu'avant avant la pandémie, mais j'ai l'impression que ça a bien repris et que ça a presque donné un... Après, j'ai pas les chiffres en tête, hein, si ça se trouve, c'est juste une impression, mais j'ai l'impression que ça a donné un peu un nouveau souffle. L'idée d'avoir été presque puni pendant 2, 3 ans. Il y a beaucoup de musées, d'ateliers, beaucoup de galeries qui reprennent des nouveaux projets. Voilà. Je sais pas si c'est une impression qui est très réaliste, mais en tout cas à Paris, j'ai l'impression que ça a bien repris. Alors, pour faire une petite transition, en faisant mes recherches, j'ai vu que ce soit pour les écoles comme pour les galeries et les musées, en France comme au Pérou, c'est quand même un domaine très centralisé. Donc, que ce soit donc, à Lima ou à Paris, c'est là où on retrouve une densité de musées quand même assez importante. Clara, tu n'es pas parisienne. Quand tu es arrivée à Paris, as-tu trouvé que la différence était très marquée, qu'il y avait beaucoup plus d'accès à l'art ici? Ah oui, alors clairement, sans hésiter une seconde, Paris, il y a de l'art partout. Que ce soit les galeries dont l'accès est complètement gratuit, que ce soit des musées qui ouvrent leurs portes gratuitement, que ce soit juste le nombre de musées qui est beaucoup plus important que dans n'importe quelle autre ville de France. L'art est beaucoup plus accessible à Paris. Et je pense que pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a plus d'art à Paris. Je pense que ici, dans la capitale, on doit avoir bien 150 musées peut-être. Moi, je viens de Lille, donc dans le nord de la France. Je pense que sans compter le musée de la bière et du fromage, on doit être à peut-être 6 ou 7 musées, et encore même pas que dans la ville, quoi. Donc c'est rien du tout par rapport alors que c'est Lille et c'est quand même la quatrième ville de France. Donc clairement, oui, l'accès à l'art est beaucoup plus important à Paris, même si je pense que comment on dit, le ministère de la Culture, je sais que l'État français met beaucoup en valeur l'art et le domaine de la culture en France. Je pense qu'ils aident aussi beaucoup les régions et les départements en termes d'aide financière, voilà. Mais dans les faits, c'est clairement pas encore très éparpillé, quoi. Merci beaucoup, Clara. Et toi, donc, Evelyne, trouves-tu qu'au Pérou, il y a aussi cette centralisation qui est très marquée dans la capitale, ou au contraire, c'est plutôt bien réparti? Oui, je pense que c'est très centralisé. À Lima, on peut trouver 13 musées et dans le nord, 14 et dans le sud, 15. Je pense que vous comprenez que oui, c'est plutôt Lima. Et je pense que aussi c'est parce que c'est la ville la plus développée. Depuis Lima, on peut trouver Cusco, mais à Cusco, il n'y a pas beaucoup, seulement 3 musées qu'on trouve ouverts et aussi et Machu Picchu, oui, mais il faut qu'on développe ça au Pérou et non seulement pour les étrangers ou pour les touristes, mais aussi pour les Péruviens. Parce que comme Péruvien, je peux dire que je n'ai pas visité tous les musées, malheureusement, pas encore, mais je voulais le faire aussi. Euh, j'ai surtout visité les plus populaires, les plus connus, et quelques autres musées dans le nord, mais aussi le sud, et il faut que je les visite. Merci beaucoup, Evelyne. Donc, nous avons déjà un peu parlé des musées et Clara a déjà un peu parlé de la gratuité ou non des musées. À Paris, nous retrouvons plusieurs musées en effet qui sont gratuits ou du moins qui permettent des forfaits soit étudiants, soit en dessous de 26 ans.
Donc, pour parler un peu des musées à Paris, je pense que le plus connu reste le Louvre, qui abrite des chefs-d'œuvre comme la Joconde de Léonard de Vinci. Ou alors, pour citer un autre musée connu à Paris, on a le musée d'Orsay. Clara, as-tu un musée ou plusieurs musées favoris à Paris ou autre part en France? Alors j'aime beaucoup le musée de la piscine à Roubaix, qui paraît dans le nord de la France, mais qui est incroyable. J'ai d'ailleurs découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait des pubs dans le métro parisien pour le musée de la piscine de Roubaix. Donc ça montre un peu, on parlait de décentralisation tout à l'heure, ça montre quand même les beaux musées qu'on a ailleurs qu'à Paris en France. Et après, bon oui, sans hésiter, le musée du Louvre, ça reste quand même un classique. Mais après, ils prennent quand même moins de risques niveau scénographie, mise en scène. Mais je pense que par exemple, pour apprendre l'histoire de l'art à Paris, c'est clairement le musée à faire. Après, je pense que pour voir Enfin, moi, je sais que je préfère aller dans des fondations pour découvrir des artistes intéressants. Par exemple, la Fondation Pinault à la Bourse de Commerce ou la Fondation Louis Vuitton. Je trouve que c'est là où on se rend vraiment compte de l'actualité de l'art et c'est là où ils prennent le plus de risques pour les mises en scène, les artistes. Et c'est toujours un peu de la nouveauté. Donc, enfin, pour moi, c'est vraiment ce que je préfère faire à Paris, même s'il y a des musées qui sont incroyables. C'est encore une fois plus pour découvrir un peu. Enfin, je le vois différemment. Disons que si j'ai travaillé sur un mouvement, sur un artiste, je vais aller dans un musée où je sais qu'il sera exposé. Si j'ai envie de faire une sortie culturelle et de découvrir un peu des nouveaux artistes, j'irai dans des fondations ou dans des galeries parce que c'est là où on découvre un peu ce qui se passe, c'est là où on peut être un peu plus surpris, je trouve. Et donc, nous retrouvons également différents musées importants au Pérou, comme le musée Larco, un des principaux musées de Lima, qui est également un des rares musées au monde à ouvrir les portes de son dépôt public, d'ailleurs. Nous retrouvons le musée de l'or du Pérou et des armes du monde également à Lima. Et Evelyne, tu disais que selon les départements et les parties du Pérou, on retrouvait donc différentes spécialités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? J'ai trouvé quelques musées dehors de Lima aussi, parce que les musées que tu as mentionnés sont de Lima plutôt, mais aussi et il y a quelques musées qui se trouvent au nord ou au sud qui montrent la culture spéciale de ce lieu ou de cette ville. Par exemple, le musée de Chiclayo ou las Huacas, qui sont à Trujillo. Et les deux sont au nord. Et aussi le musée de Cusco, où tu peux trouver surtout la culture qui a dominé ce lieu. Est-ce que tu as un musée préféré ou un endroit au Pérou que tu préfères pour les galeries, l'art, etc. Euh, je pense qu'un de mes préférés, c'est à Lima. C'est pas un musée de peinture, c'est le musée de la mémoire ou musée de la memoria, qui, euh, qui montre des lieux de ces sculptures sur le terrorisme, que c'était une époque très, très difficile à Pérou. Une autre que je préfère beaucoup, c'est la Huaca, c'est un musée à Trujillo euh, qui montre l'architecture et aussi des textiles. Et las Huacas, par exemple, comme j'ai déjà mentionné, montre les textiles et aussi l'architecture que j'aime bien. Mais ils ne sont pas très très visités pour les touristes. C'est pour cela que je voudrais parler de ça. Et je pense que le troisième, c'est le musée à Arequipa. C'est pas vraiment un musée, c'est un lieu devenu un musée parce que c'est très visité. Et il montre les matériaux de la ville ou les matériaux que les citoyens ont utilisés pour construire la ville. Et, c'est ça, les trois musées, donc le centre du Pérou, le nord et le sud du Pérou. Merci beaucoup.
Que penses-tu de la facilité d'accès au musée au Pérou? Est-ce que vous avez également des systèmes de forfait en fonction de l'âge, junior, senior, gratuité, etc. Et c'est pas plutôt très cher, honnêtement. Euh, mais je pense que l'idée de promouvoir l'art en, en faisant que tous les musées soient gratuits quelques jours ou pour l'anniversaire, par exemple, ils sont gratuits aussi. Ça aide beaucoup. Mais aussi, il y a quelques idées pour promouvoir un peu plus les musées en faisant d'ateliers dans les musées, dans quelques lieux spéciaux de les musées, parce que nous savons que ils ont des lieux protégés. Mais ça a aidé à naître parce que depuis la pandémie, je pense que au contraire qu'à Paris ou à l'Europe, nous ne sommes pas dans une situation très pareille avant que de la pandémie parce que le tourisme a diminué beaucoup et non seulement de touristes étrangers, mais aussi de touristes péruviens ou nationaux. Et il faut qu'on continue à développer ça et aussi de continuer à faire des ateliers, non seulement de peinture, par exemple, sinon d'autres types d'art comme la danse, parce qu'au Pérou, et ça, c'est très important. Chaque lieu a une danse typique ou traditionnelle. Et, depuis la pandémie, on a essayé de le reprendre en gardant la distance, mais c'est pas comme il y a quelques années. Et on doit faire ça parce qu'il y a des danses très très belles ici et on ne voulait pas que ça se perde. Bah, merci beaucoup, Evelyne. Justement, c'est la parfaite transition pour ma conclusion. Donc, l'art ne se limite évidemment pas à ce que l'on trouve au musée. Tu viens de parler de danse, mais nous trouvons beaucoup de nouveaux mouvements, que ce soit au Pérou comme en France, ou même des mouvements internationaux. Moi, j'ai décidé de parler d'un mouvement, plutôt le mouvement du street art. Le plus connu, je pense là, le street artiste le plus connu aujourd'hui, ça reste Banksy. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les deux l'artiste. Et donc j'ai trouvé un artiste français également du street art qui s'appelle Jeff Aérosol, ou alors un autre exemple street artiste péruvien qui est Xomatok. Et donc pour rester un peu dans le thème de l'art et pour conclure, est-ce que vous pourriez donner chacune un artiste que vous avez récemment découvert ou que vous aimez particulièrement, que ce soit peinture ou autre forme d'art que vous voulez partager pour ce podcast? Je voulais parler un peu d'un artiste de Trujillo, qui c'est la ville où j'habite maintenant. Et cet artiste est un artiste d'art plastique et visuel. Il s'appelle Raúl Urquiaga et il a fait une exhibition récemment dans une galerie à Trujillo. Et j'aime bien ces peintures parce qu'il montre la partie humaine de nous dans quelques mouvements et avec des images. Il montre que nous ne sommes pas parfaits. Super, ça sera en description du podcast, l'artiste d'Evelyne. Et Clara? Oui, alors moi j'ai découvert une artiste il y a quelques semaines sur Instagram. C'est une photographe américaine et elle est aussi, je savais pas, elle est aussi réalisatrice de clips et je crois qu'elle a fait des campagnes publicitaires aussi. Genre Asap Rocky, des campagnes pour Miu Miu, ou des trucs comme ça. Et moi je l'ai découvert par sa photographie sur Instagram. C'est assez étrange. Il y a pas mal de côtés un peu barges, très colorés. Et en même temps, elle met beaucoup en valeur la femme. Elle met en valeur les hommes et les femmes un peu du quotidien. Et dans un truc très coloré et très, très esthétique. Et voilà, je vous la conseille. Elle s'appelle Nadia Lee Cohen. Vous pouvez la trouver sur Instagram. Et franchement, j'aime beaucoup son travail. C'est très amusant à regarder.
Super. Merci beaucoup Clara, merci beaucoup Evelyne. Donc vous venez d'écouter le podcast de Fran Servanos sur l'art et l'accès à l'art en France et au Pérou. Merci beaucoup. Et nous vous retrouvons pour un prochain podcast très prochainement. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, YouTube et Spotify au nom de Fran Servanos. Et bien évidemment, n'hésitez pas à suivre l'Alliance française sur tous les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode.